about 20 minutes for questions. You're welcome to ask them in French or in English. While you gather your thoughts, I'll start with an initial question to go across the two papers. And it's to do with maybe drawing out a point of commonality between the papers, but also a way of drawing out some differences as well. Both very rich, so this is a very, in a way, superficial question. But what interested me in both presentations was an interest in spatialization. And I think with Eric in your paper, certainly at the beginning, you're talking about the way in which the interests in the global movements through technologies become spatialized in the local scenario that people find themselves in. And how later on in the paper this seems to be, there's a wish, I think, on your part to extend that spatialization of what the public then is to non-human agents and actors, and to extend the notion of rights to a broader notion of a public space, which isn't just a human public, but a general human, non-human public. And with Bernard, in your paper, it seemed that when you're talking about the transformation of noesis through alphabetization, you speak about alphabetization as a spatialization of memory, external spatialization of memory, which is also its dramatization. And so noesis and attention and memory, and therefore human conduct, are transformed in relation or in response or in a reaction to this external spatialization. Now, obviously, these are two different dimensions of space. Yours is a very public, urban space, and with Bernard, it seems like the space you're talking about, well, it's also, you mentioned a res publica at the beginning. Obviously, alphabetization is a form of communalization or collectivization too. But what interests me is the role of the image. And I want to stress this up a little bit, partly because it's the focus of much of the following presentations in this conference, but also to kind of think about the role, how we can extend the argument to art. And by image, I don't mean just the visual image, but also the audio image too. And I'm interested in how you would take up the image. Eric, in your case, because when you extend the notion of the public thing or the public space, it's very much to material agents. But obviously, as you're talking about through affect, the image is a kind of central organizing, constitutive feature of the new public spaces, because what we have with images are exactly forms of, let's call them attention, or forms of impact of what people are doing, which are organized at speeds greater than that of the human conscious activity, right? And images can go faster and have velocities faster than reading, to come back to some of the concerns of Bernard's paper. So it seems like the way, the centrality of images in the movement of the squares, organized and constituted through the digital technologies, plays a very specific and important role. So I was wondering if you could expand a little bit on the notion of the image, maybe in contrast to the micro-practices that you speak about at the end. And with Bernard, I'm wondering about the image, because when towards the end you were showing, I appreciate I compressed and abbreviated your paper, but towards the end when you're talking about the Lascaux caves as a sort of proto-alphabetization, what interested me in that was that, well, the proto-alphabetization is taking place through the image, but what we have through digital technologies is at least an equality, if not a dominance, of the audiovisual image against the literal alphabetical form of spatialization. And how for you, the prevalence or the preeminence of images through digital technologies transforms the processes of tertiary memory and the technical object that you were developing. So maybe Bernard first, since you did the first paper, and then Eric. Alors, par rapport à cette question de l'image et du texte, en effet, comme vous venez de le souligner, je pensais avoir une heure d'exposé, donc il m'a manqué 20 minutes, et j'ai ramassé la fin de mon travail, où j'essayais de montrer que le numérique, puisque c'est pour moi ça qui constitue l'enjeu vraiment, et quand par exemple Eric parlait au départ, il parlait de la vague de publication, c'est une publication par la voie du numérique. Le numérique change complètement les possibilités de la publication. Publier des images, des sons, des textes, etc. Mais
le numérique, c'est quelque chose qui ne fait plus d'opposition entre l'image et le texte, entre le son et l'image, ni même d'ailleurs entre le temps et l'espace d'une certaine manière. Il y a quelque chose, parce que les objets numériques sont à la fois des objets spatiaux au sens d'un texte et des objets temporels, parce qu'ils sont aussi du flux, à la différence du livre ou de l'image picturale qui étaient spatiaux. Et donc, ce que j'essayais de dire, mais je n'ai pas eu le temps de développer, c'est que pour essayer de penser tout ce qui se produit là, il faut bien comprendre qu'il y a une mutation radicale de ces instruments de publication et il faut étudier cette mutation de manière très précise. Cette mutation, pour moi, elle est caractérisée par toutes sortes de dimensions que je n'ai pas le temps, parce que je ne vais pas garder la parole, d'évoquer dans leurs principales caractéristiques, mais je voudrais simplement en souligner une, c'est que la dimension du numérique aujourd'hui, c'est fondamental, c'est la catégorisation. Un ordinateur, c'est une machine à catégoriser. Et quand par exemple vous utilisez votre téléphone portable pour faire des images animées, vous catégorisez des rayons lumineux avec des algorithmes qui sont à l'intérieur de l'ordinateur, puisque votre téléphone est en fait un ordinateur, et à partir de là, vous pouvez le publier, etc. etc. D'autre part, l'activité de l'esprit, que ce soit l'esprit de la raison au sens classique, ou l'esprit du peintre, qui fait dire à Georges Bataille devant Lascaux, voilà l'esprit, non mon esprit. C'est une activité aussi de catégorisation. Ce que j'essaie de montrer, moi, un petit peu avec la tour, mais aussi contre la tour. Moi, je dis que nous n'avons jamais été humains. Comme la tour dit, nous n'avons jamais été modernes. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté qu'il faut faire avec les non-humains. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est ce que disait Georges Canguilhem, la forme de vie humaine, c'est en fait la forme de vie non humaine, parce que c'est la forme de vie technique. Et ce que nous avons comme défi à relever aujourd'hui, c'est d'apprendre à vivre avec d'autres formes de non-humain, de technicité, disons, mais pour arriver à reconstruire des processus qui ont été des processus d'individuation. Ou d'ailleurs, en passant, je le dis aussi à Eric, moi je n'oppose pas du tout l'affect et la raison. Pour moi, la raison, c'est un affect. Et Spinoza dit la même chose. C'est une modalité de l'affect. Le problème, c'est pas de dire il y a l'affect d'un côté et la raison de l'autre. Le problème, c'est d'avoir une conception métaphysique de la raison qui en fait purement du calcul, et c'est ce qui arrive avec Descartes, et une autre conception de la raison qui c'est celle d'Aristote à mon avis et de Spinoza, qui pense la raison comme processus du désir. Alors, ceci ayant été, le désir étant lui-même herméneutique, c'est-à-dire le désir, c'est ce qui est interrogé par le caractère mystérieux de son objet. Aimer quelqu'un, c'est être face à l'impossibilité de réduire ce quelqu'un à une analyse, à un calcul, et face à la nécessité de perpétuellement interpréter le désir que j'ai de cet objet, que ce soit une œuvre d'art, un être que j'aime, une femme, un homme, un enfant, ou je ne sais pas quoi, ou quoi que ce soit, ou un paysage, comme le disait Eric tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, ces structures sont radicalement transformées, à mon avis, par le nouvel espace de publication numérique. Et puisque vous parliez, moi je n'ai pas parlé de Occupy Wall Street et de tous ces mouvements, mais c'est évident que c'est à l'horizon du colloque, de la rencontre ici, ces mouvements sociaux qui existent depuis 3 ou 4 ans dans le monde, et après la crise de 2008. Je pense que ces mouvements, il leur manque, alors Eric disait il manque quelque chose, oui, moi je suis d'accord, il manque quelque chose, mais il manque de la pensée. Et il manque en particulier une pensée qui ne serait pas la pensée des non-humains que Google, Facebook, etc. veulent nous imposer. C'est-à-dire, eux veulent nous imposer une certaine conception de ces systèmes de publication, et qui est une conception extrêmement sommaire et dangereuse. Et je pense qu'aujourd'hui, ces mouvements doivent dépasser cela. Et je pense que pour pouvoir dépasser cela, en fait, il faut revenir à une critique de ce que Derrida appelait une critique de la métaphysique. Parce que ces non-humains dont parle Latour, ou dont Eric parlait, Derrida appelait ça le supplément. Voilà, c'est du supplément. Et ce n'est pas que ce que Derrida appelait le supplément, mais fondamentalement, ça appartient à ce que Derrida appelait le supplément. Moi, je soutiens, je vais m'arrêter là-dessus, qu'aujourd'hui, il faut reconcevoir profondément le web. C'est ce que j'ai dit tout à fait à la fin. Le web est une machine essentiellement à éliminer l'interprétation, à généraliser les calculs et à pouvoir faire du business avec ces machines algorithmiques. Or, le web devrait être au contraire mis au service d'une
polémique, d'une controverse. Ça, c'est un autre concept de Latour qui, pour moi, est très important. La controverse est la condition de la vie de l'esprit. Bon. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce que, tout simplement, tous les gens qui pensent cette organologie, y compris le développement des images, et donc je ne veux pas fuir la question que vous me posiez sur les images, ce sont des processus qui visent à servir un nouveau type d'entertainment, en fait, un nouveau type d'entertainment qui produit de la captation de données personnelles, du user profiling et toutes ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, le monde artistique, le monde académique, le monde scientifique devrait travailler à repenser le potentiel exceptionnel, incroyable, que constitue le numérique, mais en faisant une vraie critique, c'est-à-dire en reconstruisant je considère une critique de l'économie politique qui est derrière toutes ces choses-là, et en repensant aussi derrière cela, par exemple, le rapport de l'art à la politeia, à l'espace public, au public même. Il y a tout en ce moment, moi je m'intéresse beaucoup aussi à l'art contemporain. Moi, par exemple, dans l'art contemporain, il y a des tendances qui sont presque complètement à l'opposé dans cette question du rapport au public à travers ces médias, qui sont des médias qu'on dit participatifs, contributifs. Bon. Il y a des activités artistiques, y compris à Goldsmith, qui se produisent, qui sont totalement en dehors de cela, qui travaillent exclusivement pour le marché spéculatif de l'art. Et puis à l'inverse, il y a beaucoup, surtout de jeunes artistes, qui sont extrêmement mobilisés dans les nouveaux savoirs qui se développent avec le numérique, et qui sont des savoirs qui ne sont plus seulement les savoirs des artistes ou des académiques, mais qui sont des savoirs qui circulent dans la société. Et je pense que tout ça a traversé beaucoup ces mouvements dont on a parlé, mais qu'en même temps, presque tout ça n'est pas pensé. Voilà. Alors, c'est un peu, comment dire, ce que je dis là est très insuffisant par rapport aux questions que vous me posiez, mais je dirais que voilà, c'est ce que je peux dire pour introduire une discussion. Okay, thank you. Eric? Strangely, I agree with a lot of what you are saying, Bernard. So I can answer your question in one sentence, which is the image is a resonance object. So this is my answer. In relation to affective intensity, the image simply operates as a resonance object. It's an object where resonance can happen. So these typical emanations of outrage, or whatever you call it, in these popular protests and on the squares, they could not have emerged if there was not some kind of energy feeding it. And this energy had to exist before these kind of resonance objects were introduced, let's say, to spark off particular processes of then assembly, because sitting behind the screen is not enough then. And images play a particularly important role. Castells also noticed it actually in his explorations, because they are the kind of affective resonance objects that you can very easily distribute via digital means. Audio is already a bit more complicated, because most people just listen to internet radio, and that also has an affective, very strong affective relationship, but it doesn't lead to social unrest. It actually rather pacifies people. So this is the resonance object problem. Now, once they come on the square, all these affective flows start to increase tremendously, multiply, and are retransmitted. This is the feedback loop that I was describing. The problem with that is that in this stage of affective resonance, there is no specific orientation towards a concept. So this is just a flow of energies. It is, in that sense, I agree with Bernard, it's not thought through, it's not thought at all, it's just flowing affect. And affect can be captured in all kinds of ways. It can be captured in emotions. There's a beautiful study on the AIDS activism movement, where the group processes of translating these kind of affects into group emotions and articulating them is very beautifully described. The author, Barbara Gold, I think, sociologist from Chicago, quite a recent publication.
This is a very intricate process. So emotion can absorb these, as well as political strategy can absorb these kind of affective energies. In Egypt, we saw that very effectively with the Muslim Brotherhood becoming the central power for a short while. But also, there is always this problem that something escapes because it's not, the capture is never perfect. So we keep on having energy that seeps out, starts to build up, and creates a new form of unrest, of energy, of mobilization. And in Egypt, we classically saw this. We saw the massive protests against the Muslim Brotherhood, which then created a perfect pretext for the military to step in and effect what is simply a coup d'etat, you know. Okay. And that's what I would say about that. So the question is, how can you direct these kind of energies towards some kind of more inclusive, democratic, open, participatory process? How can this be translated into a strategy that preserves the plurality of external realities? And within that process, the point that I'm making in the end is, I would really like to extend this process not just to human conditions, but also to the conditions of the non-humans, Okay. as I've said before. I don't see that as external, I see that really as integral to the whole situation that we are in. All right, we don't have much time, so what I'll do, I'll take a series of questions, and then the Bernard and Eric can respond to whichever for them. Does anybody have any questions or comments? I see one here. Any more? Two, luckily next to each other, so we don't have to move the microphone. Okay, so I'll take maybe these two questions, and then we'll take responses, and then we'll stop. And if you make your responses fairly brief, and your questions fairly brief as well. Yeah. Okay, thank you for your papers. I wanted to ask you both a question which is genuinely open, which is that whenever there's a change in a power structure, or when a regime of power transforms in some way, there are always losses and gains and often sacrifices, etc. So in terms of the schemas that you've drawn for us, these represent changes in some sort of landscape or ecology where power is distributed unevenly, let's say. The given global situation, power of different kinds is distributed unevenly. What do you both believe are either acceptable or necessary losses according to the schemata that you've presented for us? And so, for example, a very crude example would be that human rights charter, as it is at the moment, privileges the locus of the body, the human body, as the place at which human rights take place. So the right to live a life without pain, etc., that is located in the body. That's just one example. But what would be acceptable or necessary losses to achieve the gains that you believe are contained within the schemata that you've drawn for us? Okay. We'll take a second question. Thanks for your papers. Sorry about my sore throat. This is maybe a bit abstract, but I'm trying to think across the two papers. I've found some really interesting questions emerging also around the image, but also around a question of universality and trans-subjectivization. And I guess what I wanted to try and think about was the way in which you both seem to describe the condition of the now, which I interpret from you as being somewhere where technology and the human are in a kind of an embedded process of life, but also where individual claims are tied to collective will and mobilization vis-a-vis digital and technological media support. Increasingly, as you've described also, Eric, in the protest movement. So I guess what I'm trying to think about is how the process of trans-subjectivization works and how that relates to what we might call any claim for universal human rights.
I guess because in the description of the flood of claims, which I thought was really interesting as opposed to the flood of rights, the flood of claims, it almost seems to be a space of contingencies where claims coalesce towards community in particular moments. And I wanted to think about how that collision of claims, or the description of the contingent space of the collision of claims, has a relation or a correlation to the idea of a change in our definition of a sovereign subject, or the production of a non-sovereign subject, which you both are touching upon. So I guess that's I just wanted a bit of clarification really, perhaps, and maybe you've already answered this in your papers, but I'm finding it a little bit difficult to connect up the transcendental or metaphysical observation of the space of contingency and plurality with the potential understanding of how we might think almost a question of rights without rights, something like that. Just to summarize the two questions, the first one is something around what can or should be given up in order to generate the new dimensions you're talking about. And the second one I'll abbreviate to do the trans-subjectifications now in place remove us from the sovereign subject as the condition of rights, essentially, something like that, ish. Okay. Je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps parce qu'en fait, la deuxième question que vous avez posée est une façon de répondre à la première pour moi. Donc voilà. En fait, personnellement, je me méfie beaucoup de la substantification du droit. Je veux dire par là que, pour dire les choses de manière très brutale, je ne crois pas qu'il y ait de droits universels. Je veux dire par là, je parle de droit positif. Et quand je parle de droit positif, je dis droit positif au sens où les juristes disent un droit positif, c'est un droit qui est explicitable, définissable, ce qui est définissable voulant dire définitif. Je ne crois pas qu'il y ait de droit universel parce que je ne crois pas qu'il y ait d'essence du processus humain. Je suis contre l'essentialisation de l'humain. Pour moi, l'humain, comme disait Jean Jaurès, ça n'existe pas. Et pas encore, dit-il, mais ça n'existera jamais encore. Bon. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'importe de défendre comme droit, pour ce qui me concerne, c'est ce que j'appelle le droit à l'individuation, c'est-à-dire à la singularité et le droit à l'interprétation. Évidemment, il y a des droits, comme on les appelle parfois, élémentaires à défendre, le droit de la vie, tout simplement, le droit de manger, le droit de travailler, etc. Mais ce sont en fait des conditions du droit à l'individuation. Et c'est comme tel qu'il faut les défendre. Parce que sinon on dit, bon, on va garantir les gens qu'ils ont de quoi manger et de quoi dormir, et puis après, bon, terminé. Non, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, le droit, c'est ce qui doit rendre possible une individuation psychique et collective digne de ce nom. C'est-à-dire véritablement plénière, où je peux affirmer mon individuation, mon existence, ma singularité, mon désir, etc. Désir chez moi ne voulant pas dire ni le besoin, ni le fantasme, ni la pulsion, mais la possibilité de construire un objet d'identification infinie. C'est ça que veut dire désir pour moi. Alors, ayant dit cela, je parlerai moi aujourd'hui moins de défendre les droits de l'homme que d'imposer des devoirs de non-inhumains. Je ne parle pas des humains, moi, ça ne m'intéresse pas les humains. Je ne suis pas sûr que ça existe. Ce que je sais, c'est que, par exemple, je suis très inhumain, personnellement. Souvent, je sens en moi des pulsions meurtrières. Je suis capable de tout, j'ai même été en prison. Et vous aussi, vous êtes capable de tout. Vous êtes peut-être capable, si vous êtes français, de voter Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, c'est-à-dire l'extrême droite française, dans 3 ans. Je dis ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, il n'y avait que 10% de Français qui disaient qu'ils étaient prêts, partageaient les idées de Mme Le Pen, et puis ensuite 20%, maintenant 30%, et un des sondages des derniers a dit 40%. Donc les gens se transforment. Ce qui m'intéresse, c'est le droit de se transformer et le devoir de se transformer d'une façon qui soit individuante et non pas désindividuante. Et ça passe par, non pas des droits des humains, mais des devoirs des non-inhumains, de ceux qui, voilà, vous devez, pour lutter contre l'inhumanité, c'est ça que je veux dire, vous devez garantir ce genre de choses si vous avez des responsabilités, par exemple, à vos administrés,
à vos enfants, à vos élèves, à vos amis, à vos concitoyens, etc., etc. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de les donner en termes de devoirs qu'en termes de droits. Et après, par rapport à la question que vous me posiez sur la transindividuation, c'est la question fondamentale. Pour moi, je disais en citant Gilbert Simon, on ne s'individue psychiquement, c'est-à-dire on ne devient qui l'on est, qu'en participant à une individuation collective. C'est ça que les groupes de Occupy Wall Street, etc., n'arrêtent pas d'affirmer, la participation. Ils revendiquent cela. Ils ont raison. Et c'est ça qui m'intéresse dans ces mouvements. Mais quelles sont les conditions d'une participation effective? J'appelle ça la transindividuation. Et le processus de transindividuation, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il passe toujours par une extériorisation technique, par l'objet transitionnel de Winnicott, par l'écriture de Walter Ong ou de Socrate, par le cinéma de John Ford ou de Jean-Luc Godard, par les romans ou les poèmes de Mallarmé, ou par aujourd'hui les prothèses techniques que sont les réseaux sociaux, les technologies numériques, etc. Mais ce sont des pharmacas, c'est-à-dire que ce qui sert à produire de la transindividuation peut produire de la désindividuation, tout autant. Et donc les devoirs que nous avons, ce sont les devoirs de concevoir une mise en œuvre de ces pharmacas qui produit non pas de la désindividuation, mais de la transindividuation. Aujourd'hui, alors ce que ça veut dire, ce que je viens de dire là, pour répondre à votre question, c'est qu'il ne faut pas opposer la souveraineté et l'autonomie à l'hétéronomie. Ce que je soutiens, moi, c'est que l'autonomie, ce qu'on appelle l'autonomie, ou ce que j'appelle plutôt l'individuation, passe par l'hétéronomie. Ça n'est pas l'opposé de l'autonomie. Aujourd'hui, la question de l'hétéronomie se pose dans un contexte de l'automatisation. C'est-à-dire qu'avec les big data, les décisions sont automatisées, la vie de la finance est presque totalement automatisée, les drones sont maintenant automatisés, et finalement nous vivons dans une automatisation générale de la relation, etc. La grande question, ça n'est pas de lutter contre l'automatisation, elle est inéluctable, c'est de faire avec l'automatisation de l'autonomie, c'est-à-dire de la souveraineté. Et à quelles conditions est-ce que c'est possible? À la condition que cette automatisation ne court-circuite pas ce que j'appelle l'herménéia, c'est-à-dire le devoir d'interpréter. Le devoir de produire des catégories en s'appuyant sur des automates qui nous aident à catégoriser, à travers par exemple des chaînes analytiques, comme disait Emmanuel Kant, de déroulement de concepts de l'entendement, des concepts purs de l'entendement, mais aussi au moment où ces processus de déroulement automatisé arrivent à leurs limites pharmacologiques, c'est-à-dire à leurs limites toxiques, de reprendre la main par des processus que j'appelle de désautomatisation. La neurologue que j'ai citée tout à l'heure, Marianne Wolf, qui travaille beaucoup sur ces questions, montre qu'en fait, apprendre à lire, par exemple, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire, c'est-à-dire conquérir une autonomie de citoyen, ça suppose d'abord d'automatiser le fonctionnement de son cerveau, c'est-à-dire se plier à des processus d'automatisation du cerveau. Et donc, ce n'est pas du tout une lutte entre l'autonomie d'un côté et l'hétéronomie de l'autre, entre l'automatisme d'un côté et l'interprétation de l'autre. C'est une mise en service, une mise en œuvre de l'automatisme au service d'un plus grand pouvoir d'interprétation. Ça, aujourd'hui, voilà, je m'arrête là-dessus, mais juste pour dire un mot, j'ajoute juste un mot, ça, aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de processus d'écriture herméneutique possible sur Internet. Il n'est pas conçu pour cela. Et ça, c'est ce que nous devrions inventer. Je termine vraiment là-dessus en disant, moi je considère qu'aujourd'hui les artistes, les scientifiques, les philosophes, les académiques, mais aussi les mouvements sociaux, doivent faire ce que j'appelle de l'invention organologique, inventer de nouveaux instruments. Il faut arrêter de dire que ce sont Google, Facebook, etc., qui sont la base des instruments avec lesquels nous travaillons. Pas du tout. Galilée n'a pas pris les lunettes astronomiques du marché de La Haye. Il a reconstruit une lunette astronomique. Et donc, je pense qu'il faut que nous nous mettions à produire de l'invention organologique et arrêter d'utiliser toutes ces machines qui nous court-circuitent au départ, y compris, comme l'a montré Snowden, avec l'espionnage des États-Unis. Voilà. Okay, so we should give up Google. It's good. Okay. It's hard, but could you be quite brief because we're already over time? We are over time. We apologize for this. Just very brief, I can answer this question about what is maybe acceptable and needs to be given up, and then what is absolutely not acceptable in two examples. I would say
in a kind of paradoxical phrase that in order to achieve true kind of sovereignty for the subject, for subjectivity, we must first of all, especially in this era of network media, give up the sovereignty of the subject. So what activists typically do is they make use. So they use whatever is given. It's very much the Certeau operation of the tactical operation on the strategic terrains of power that are temporary and that just use this configuration for a certain operation and then move on to a different terrain. Typically, social media platforms have played an incredibly important role in a variety of contexts when we look at these popular protests, and people just adopted them. And in doing so, co-opted them with the system, made themselves traceable, and all these kind of things. It's interesting that the only way that you can do that is to do it consciously. And before I have called this new type of subjectivity that gives up this sovereignty in order to achieve sovereignty, a perverse subjectivity. So it knows that it will get co-opted by these giant systems, but uses them nonetheless, submerges in them. For some kind of tactical operation and then moves on. In that sense, the history of tactical media, I think, still continues today. Now, what is not acceptable is the overly naive aspirations that existed, for instance, around the Syrian uprising, when there was a video released that became a hit on YouTube, called the Syrian Cyber Revolution, and I included that video immediately in the Tactical Media Files documentation resource. It seemed a significant moment, and people were really happy about how they could stage a non-violent uprising, connecting the street and the network, so exactly the stuff we've been talking about earlier. But the consequences have been terrible, and at that time there was an excellent analysis that appeared on the Jadaliyya blog by a Syrian blogger, a rather conservative blogger, Kamil Otraki, and he analyzed in detail the completely fractious political, ideological, religious, ethnic landscape of Syria, and he said, if we take this apart right now in this way, this will lead to incredible forms of conflict and something that we cannot control anymore. And we are witnessing the scale, almost unprecedented scale. I think that we have now the largest refugee problem ever recorded by the United Nations. And it's not acceptable. So maybe this Syrian cyber revolution should not have been staged. Oh, okay. We're quite, well, thank you both, firstly. We're quite over time. I suggest that we start again at 18:40, 6:40, which should give us enough time for the next session. And finally, and we have refreshments outside, not through the window, but through the door around the other side. Again, thank you, Bernard, Eric.